Bonjour, merci de votre fidélité à l'Arche de l'Histoire. En 2014, nous commémorons le 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Eh bien, comment ne pas penser aux nombreux événements de cette guerre qui concernent aussi l'histoire de l'Église. Alors il est vrai que la Grande Guerre évoque le maréchal Foch, Pétain, Verdun, le maréchal Joffre, les grands combats de la bataille de la Marne, les taxis, également les batailles menées en Orient. Et on met souvent un peu de côté le pape de la Première Guerre mondiale, occulté peut-être qu'il est par Pie XII, le pape de la Deuxième Guerre mondiale, mais malgré tout Benoît XV, qui a été pape pendant cette période compliquée de la Première Guerre mondiale, Benoît XV a malgré tout beaucoup d'intérêt. Et c'est pour cela que je vous propose de consacrer l'émission de cette semaine à l'action de ce pape pendant la Première Guerre mondiale. Benoît XV, de son nom Giacomo della Chiesa, est un diplomate italien donc, qui succède à Pie X en 1914. Pie X décédant au mois d'août, le conclave se tient donc alors que la guerre a débuté et c'est le cardinal della Chiesa qui est élu. C'est un diplomate, il est nonce. Il a d'ailleurs été créé cardinal quelques mois avant le conclave, ce qui ne l'a pas empêché d'être élu. Et on peut penser que les événements de cette guerre qui sont déclenchés, ce n'est pas encore une guerre mondiale, mais enfin de cette guerre européenne qui se sont déclenchés, ces événements ont probablement pesé sur les pères conciliaires. Della Chiesa est élu, il prend ce nom de Benoît XV en hommage à Benoît XIV, le pape des Lumières, le pape du XVIIIe siècle. Et on sait que lorsque le cardinal Ratzinger a été élu pape en 2005, il a pris le nom de Benoît en référence aussi à Benoît XV. Alors il est vrai que dans la longue histoire du XXe siècle, Benoît XV n'est pas le pape dont on parle le plus. C'est un siècle d'ailleurs où il y a 3 papes qui ont été canonisés, Saint Pie X, Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II, il y a Paul VI, il y a Benoît XVI, Pie XII, Léon XIII aussi, puisque Léon XIII termine son pontificat au XXe siècle. C'est donc un siècle où les papes ont une très forte personnalité et ont tous profondément marqué leur période. Et c'est vrai que dans cette présentation des papes du XXe siècle, Benoît XV est souvent celui qui est un peu en retrait, celui dont on parle peu. Peut-être est-ce dû aussi au fait qu'il a eu un pontificat assez court, puisqu'il décède en 1922. Il a donc un pontificat qui dure un peu moins de 8 ans. Il est mort en début d'année 1922. Malgré tout, on a toujours tendance à limiter l'action de Benoît XVI à la Première Guerre mondiale, alors qu'elle s'étend bien au-delà dans le sens où il s'est intéressé à d'autres sujets que la guerre, la paix et les questions diplomatiques, même si lui-même est un diplomate et s'il va bien évidemment exceller dans ce domaine en tant que pape. Je vais donc m'attacher à faire un portrait de Benoît XV, de son action pendant la Première Guerre mondiale et au-delà du rôle qu'il a joué dans la papauté. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une biographie récente qui vient de paraître d'un de nos historiens spécialistes de l'histoire de l'Église au début du XXe siècle, Marcel Launay, qui a publié une biographie de Benoît XV, et donc je vais me référer à ses travaux. C'est en effet une des rares biographies du pape qui est actuelle et qui est facilement accessible, si vous voulez approfondir cette question. Alors, un des points que Benoît XV cherche à approfondir et à développer, c'est la question de la place du Saint-Siège dans les relations internationales. En effet, le Saint-Siège en tant qu'institution internationale existe. En revanche, le Vatican en tant qu'État indépendant n'existe pas. Le Vatican a disparu en 1871 avec l'annexion de Rome par les troupes italiennes du Piémont-Sardaigne. Et le Vatican n'est plus un État autonome, il n'a plus de souveraineté territoriale. Il faut attendre l'année 1929 pour qu'il retrouve cette souveraineté territoriale grâce aux accords de Latran qui ont été signés avec le gouvernement de Mussolini. Malgré tout, le Saint-Siège est un État sans souveraineté internationale, sans souveraineté territoriale, pardon.
C'est un État, il dispose de représentants diplomatiques, qui sont les nonces, et il dispose également de relations avec les États, même si c'est assez limité, puisque c'est une vingtaine d'États à travers le monde qui ont des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Aujourd'hui, on est à plus de 180 États, le Vatican étant l'État qui a le plus de relations diplomatiques au monde. Il n'y a que 15 États dans le monde qui n'ont pas de relations diplomatiques avec le Vatican. Donc d'un côté, Benoît XV cherche à faire reconnaître la position diplomatique et le rôle et le poids du Vatican sur la scène internationale. De l'autre, sa grande inquiétude est de ne pas apparaître comme étant le pape de tel ou tel parti. Il va donc défendre une ligne qui est celle de la neutralité. Alors, la neutralité, ça veut dire qu'on ne prend position ni pour la France, ni pour l'Allemagne, ni pour qui que ce soit comme belligérant. En revanche, la neutralité ne signifie pas que l'on ne prend pas part au conflit. Benoît XV est omniprésent dans le conflit, il est là, il va chercher à promouvoir la paix, à promouvoir une juste paix, et c'est d'ailleurs un point intéressant, c'est que finalement il va amener un approfondissement de la réflexion sur la paix et la notion de guerre juste et la notion de paix juste. J'y reviendrai ultérieurement dans notre émission. Donc la neutralité, c'est défendre la paix et ne prendre position ni pour l'un ni pour l'autre camp. Bien évidemment, chacun des États européens va accuser le pape d'être en faveur de l'adversaire. Les Allemands vont dire que Benoît XV est le pape des Français, les Français que c'est le pape des Allemands, ce qui va d'ailleurs contribuer à brouiller un petit peu le message du pape. C'est aussi un prétexte d'ailleurs pour ne pas l'écouter et pour ne pas tenir compte de ce qu'il peut dire. Et puis, un des soucis du pape également, c'est d'éviter que l'Italie n'entre en guerre. En effet, l'Italie a signé un traité d'alliance défensive avec l'Allemagne, donc normalement, l'Italie devrait rentrer en guerre aux côtés des Allemands. Mais l'Italie n'entre pas en guerre au moment du déclenchement de la guerre, il ne va entrer en guerre qu'ultérieurement, en 1916, et en fait, pendant 2 ans, le pape essaye de faire en sorte que l'Italie ne rentre pas en guerre, et lorsque cela va se faire, eh bien ils vont être un petit peu ennuyés parce que comme ils sont en Italie, eh bien il faut définir la neutralité tout en essayant malgré tout de se concilier le gouvernement italien. Le pape est quand même italien et la plupart du personnel de curie est italien, donc c'est difficile de ne pas prendre position pour l'Italie, mais si on prend position pour l'Italie, c'est-à-dire qu'on soutient la France et l'Angleterre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Alors, il faut bien reconnaître malgré tout que Benoît XV est assez peu écouté pendant la guerre. Ces différentes propositions de paix sont des échecs, puisque on n'en a pas tenu compte pour mettre un terme à la guerre. Donc il est peu écouté, il a une parole qui est assez obscurcie, notamment à cause de l'Italie, parce que le gouvernement italien est férocement anticlérical et n'a aucune envie que le pape soit reconnu sur la scène internationale, parce que cela voudrait dire qu'il faudrait peut-être lui reconnaître une souveraineté sur le Vatican. Donc l'Italie fait tout pour étouffer la voix du pape et fait tout pour empêcher que les initiatives diplomatiques prises par le pape échouent. Ce qui évidemment ne va pas simplifier la tâche des diplomates, de la secrétaire d'État et de Benoît XV. Alors, de quelle manière le pape agit ? Eh bien d'abord, il va apporter un secours aux prisonniers et aux blessés. Pour cela, il y a différentes œuvres de charité qui sont créées, il y a également des fonds qui sont récupérés, et le pape va demander et va faire en sorte que des communautés religieuses ou que des laïcs prêtent secours aux soldats, quelle que soit leur nationalité. Un certain nombre d'ailleurs va être amené en Suisse, en Italie pour se faire soigner. Et donc c'est une bonne manière de montrer un petit peu, de faire un peu d'humanitaire, même si le terme n'est pas encore employé à l'époque. Donc de mener une action humanitaire, de se faire plutôt apprécié par les puissances belligérantes, et puis de commencer à reprendre sa place dans le concert des nations européennes. Bon, malgré tout, c'est largement insuffisant pour être reconnu comme une puissance à part entière. Le pape mène donc des négociations secrètes
auprès de l'Autriche, de l'Allemagne et de la France, notamment via une personne qui joue un rôle majeur, qui est le prince Sixte de Bourbon-Parme, qui a un avantage, c'est qu'il est apparenté à la famille impériale d'Autriche-Hongrie, donc il peut comme ça négocier avec l'empereur d'Autriche, qui à l'époque est François-Ferdinand, François-Joseph, très vieux empereur, puisqu'il était déjà empereur en 1848, donc il a traversé le temps. Bon, il meurt en 1916, et c'est Charles Ier d'Autriche qui lui succède, qui a d'ailleurs été béatifié il y a quelques années. Donc Sixte de Bourbon-Parme, qui a des liens avec la famille autrichienne, essaye de négocier auprès des Autrichiens. De là, il peut également négocier auprès des Allemands, et lui-même étant de nationalité française et s'étant engagé sous le drapeau français, il sert également d'intermédiaire entre le pape et le gouvernement français. Le 1er août 1917 est une date importante puisque Benoît XV lance un appel pour la paix. Il demande aux belligérants de faire taire les armes et il demande également à ce qu'une solution pacifique soit trouvée au conflit. Pour cela, il a fallu négocier avec l'Autriche-Hongrie. Alors, l'Autriche-Hongrie accepte de donner des territoires revendiqués par l'Italie, ce qu'on appelle les terres irrédentes, qui sont des territoires qui se trouvent essentiellement dans l'ancienne Yougoslavie, actuellement la Croatie ou la Slovénie. Donc l'Autriche accepte de donner ces territoires à l'Italie. L'Allemagne n'est pas trop favorable pour rendre l'Alsace et la Moselle à la France. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'appel de Benoît XV d'août 1917 ne sera pas suivi des faits. Et puis il faut aussi reconnaître que ni la France ni l'Angleterre ne veulent mettre un terme à la guerre. En tout cas, ils font en sorte de poser des conditions qui sont inacceptables de manière à ce que la paix ne soit pas signée. Donc cet appel, qui marque malgré tout l'histoire diplomatique pontificale, cet appel tombe un petit peu en porte-à-faux et n'est pas suivi des faits, il n'aboutit pas à la paix. Il y a déjà eu un appel antérieur, en 1916, où l'Allemagne et l'Autriche ont fait des propositions de paix. Lorsque le pape a été informé de ces propositions de paix, il les a immédiatement soutenues. Malgré tout, les alliés, France et Angleterre, les ont rejetées, parce qu'ils considèrent que pour eux c'est une manière de tromper les diplomates, que c'est du bluff et que ce ne sont pas de réelles propositions de paix. Alors peut-être il est difficile malgré tout de sonder les intentions cachées des Allemands et des Autrichiens, mais enfin on constate que dès l'année 1916, des négociations de paix sont engagées, même si celles-ci échouent de la même manière que celles d'août 1917. Donc Benoît XV n'a rien pu faire pour mettre un terme à la guerre, il n'est pas responsable de l'armistice signé le 11 novembre 1918. Lorsque se tient la conférence de la paix à Versailles entre 1918 et 1919, il essaye à que le Saint-Siège soit présent à la conférence de la paix et ait un siège en tant qu'observateur. L'Italie fait tout pour refuse mais fait tout pour que cette présence n'aboutisse pas, parce que si le Saint-Siège est présent à la conférence de la paix, ça veut dire qu'il est reconnu comme État indépendant, et cela est bien évidemment inadmissible pour l'Italie, et donc là, l'Italie empêche le Saint-Siège d'être présent à la conférence de la paix, ce qui est un nouvel échec diplomatique pour Benoît XV. On voit donc qu'au sortir de la guerre, les résultats diplomatiques sont malgré tout assez faibles. Alors c'est vrai que le pape a pu de nouveau se faire entendre, c'est vrai qu'il est reconnu comme une puissance morale et une puissance présente dans le concert européen. Enfin, ces appels à la paix n'ont pas été suivis des faits, et il ne figure pas parmi les puissances présentes au congrès de la paix de Versailles. C'est donc pour l'essentiel un échec au niveau diplomatique.
Vous êtes sur Radio Espérance, émission L'Arche de l'Histoire, présentée par Jean-Baptiste Noé. Cette semaine, nous abordons le rôle, l'action, l'aspect diplomatique du pontificat de Benoît XV, le pape de la Première Guerre mondiale, qui a été pape de 1914 à 1922. Première partie d'émission, nous avons essentiellement parlé de la guerre pour aboutir à une conclusion que c'était malgré tout un échec diplomatique que celle des actions que Benoît XV avait pu mener. Mais ce pape ne s'est pas illustré uniquement dans l'action diplomatique, il a mené également d'autres actions en faveur du gouvernement de l'Église, et notamment l'application et la publication du Code de droit canonique de 1917. Ça d'ailleurs peut paraître un peu surprenant, on est en pleine Première Guerre mondiale, l'Europe est à feu et à sang, et l'Église publie un code de droit canonique. C'est le fameux code de 1917 qui dure jusque dans les années 1980, où Jean-Paul II a fait publier un nouveau code qui évidemment reprend la plupart des éléments du code de 1917. Malgré tout, la publication du code de 1917, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été mené au moins depuis 1908, donc il a fallu une dizaine d'années pour que le code de droit canon soit rédigé et publié, mais c'est Benoît XV qui met un terme à cette réforme. Et ça a été évidemment quelque chose de très important dans la vie de l'Église, même si, comme ça se fait en pleine Première Guerre mondiale, ça n'a pas forcément été apprécié à sa juste valeur. Parmi les autres actions menées par Benoît XV, il y a une réforme de la curie. Alors, on parle beaucoup de la curie depuis l'élection du pape François. C'est loin d'être un organisme monolithique ou fixe ou figé. La curie a pour fonction d'aider le pape dans sa tâche de gouvernement de l'Église, et la curie est une institution qui est toujours en réforme. Pie X a réformé la curie, Benoît XV l'a réformé parce que le code de droit canon prend des dispositions, certains canons qui modifient également le fonctionnement de la curie, notamment la secrétaire d'État. Paul VI l'a réformé également, Jean-Paul II aussi avec le document Pastor Bonus. Benoît XVI a apporté quelques modifications également, et puis probablement François, on verra ce qu'il en ressort. Mais enfin, en tout cas, la curie au XXe siècle a beaucoup changé de part en part. Donc réforme de la curie, réforme de la secrétaire d'État, qui devient un organe qui est véritablement au service du pape, et non plus qui a la fonction de défendre les états pontificaux, puisque les états pontificaux n'existent plus depuis 1871, il fallait bien les revoir. Benoît XV essaie également de mettre un terme à la crise moderniste. Alors la crise moderniste, c'est quelque chose qui a énormément secoué l'Église au début du XXe siècle, notamment avec le développement des sciences ecclésiastiques. C'est la question de savoir comment on associe archéologie, sciences ecclésiastiques et théologie, comment lire la Bible, comment tenir compte des sources, comment tenir compte des découvertes paléographiques ou archéologiques qui sont de fait. Et donc Benoît XV essaye de terminer un petit peu cette crise, où Pie X avait déjà fait beaucoup pour y mettre un terme. Et notamment, il va favoriser la recherche historique, favoriser une meilleure compréhension des textes bibliques. Et on doit beaucoup à Benoît XV dans ces aspects-là. D'un point de vue scientifique, si on reste dans le domaine des sciences, il y a une date aussi importante à retenir, qui est l'année 1921, peu de temps avant la fin du pontificat, où Benoît XV restaure l'Académie des Lynx. Alors qu'est-ce que l'Académie des Lynx ? C'est la première académie scientifique européenne. C'est un petit peu l'équivalent de l'Académie des sciences, l'Institut de France pour la France, là où il y a l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques. C'est donc la première académie scientifique créée en Europe au XVIe siècle. Galilée a été membre de l'Académie des Lynx. Elle est tombée en désuétude à partir du XVIIIe et puis tout au long du XIXe siècle, et Benoît XV la restaure, et il souhaite que celle-ci retrouve son lustre d'antan, et notamment dans l'esprit de Benoît XV, il y a l'idée qu'il est important que des savants de toute l'Europe se retrouvent dans l'Académie des Lynx, parce que c'est un moyen de faire découvrir le Vatican et le Saint-Siège auprès d'un public exigeant et intellectuellement relevé. Et c'est un moyen également de mettre le Saint-Siège sur la scène internationale grâce à la culture. Ce qui n'est pas possible par la diplomatie, et là où Benoît XV a échoué d'un point de vue diplomatique, il essaye de l'obtenir par la voie culturelle en rassemblant des savants de toute l'Europe,
C'est une manière comme ça de se replacer dans le concert des nations grâce à l'influence culturelle, ce que l'on appelle aujourd'hui en géopolitique le soft power, par opposition au hard power. Le hard power, c'est l'usage de la force, l'usage de l'armée. Le soft power, c'est davantage l'usage du pouvoir culturel. Donc vous voyez beaucoup de points qui sont faits, Code de droit canon, Académie des Lynx. Également un grand travail est fait dans l'unité de l'Église. Il y a un mouvement pour l'unité qui est apparu au XIXe siècle, notamment avec le cardinal Newman, et puis qui se poursuit. Et notamment en 1920, Benoît XV proclame Saint Éphrem, docteur de l'Église. Alors Saint Éphrem, en Occident, on n'en parle pas beaucoup, mais en Orient, il est important, c'est un des grands saints orientaux, et donc déclarer Saint Éphrem docteur de l'Église, c'est un moyen de montrer aux orientaux que l'on ne les oublie pas, que l'on pense à eux et à leur histoire, et donc c'est un moyen de favoriser aussi les relations écuméniques et de favoriser le rapprochement entre les catholiques et les orthodoxes. En revanche, alors il y a un point qui est une victoire pour Benoît XV au niveau diplomatique, c'est la reprise des relations diplomatiques avec la France. En effet, celles-ci ont été rompues en 1906 après l'adoption de la loi de séparation de l'Église et de l'État, et finalement les liens reprennent, et en 1921, la rupture est achevée, et il y a de nouveau un ambassadeur de France près le Saint-Siège et un nonce apostolique qui est reçu à Paris. C'est un point important parce que la France étant quand même un grand pays dans cet entre-deux-guerres, avoir des relations diplomatiques avec la France montre que le Saint-Siège revient sur la scène internationale et qu'il est de nouveau apprécié et qu'il est perçu comme étant un acteur incontournable. D'ailleurs, un des éléments de victoire de la diplomatie vaticane, c'est d'avoir empêché que le concordat soit abrogé en Alsace et en Moselle. Vous savez que comme l'Alsace et la Moselle ont été annexées par les Allemands en 1871, eh bien le texte de 1905 ne s'y applique pas, puisque c'était l'Empire allemand, à l'époque où la loi de 1905 a été votée. Or, lorsque l'Alsace-Moselle redevienne française en 1918, eh bien, certains républicains veulent appliquer cette loi à l'Alsace et la Moselle, la loi de 1905, et finalement, après bien des réflexions, des négociations, la loi n'est pas appliquée, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, l'Alsace vit dans le régime concordataire de l'époque napoléonienne. Et puis, il y a deux zones qui sont des points qui attirent fortement l'attention du pape. Tout d'abord, le Proche-Orient. Pourquoi le Proche-Orient ? Parce que avec la disparition de l'Empire ottoman et l'émergence de nouveaux États, le pape est très soucieux du sort des chrétiens d'Orient. Il veut éviter notamment que les territoires qui deviennent protectorats, ce qu'on appelle des mandats, qui viennent des mandats anglais, bien que les populations locales ne puissent pas pratiquer leur culte, puisque les Anglais, étant anglicans, ils risquent de s'y opposer. De même, pour les populations qui sont sous mandat français, il faut veiller à ce que la France respecte le culte des catholiques, ce qui n'est pas très difficile parce que même la France républicaine et anticléricale a toujours favorisé les chrétiens d'Orient. Donc une grande attention portée à la question orientale et à la reconfiguration du monde oriental après la chute de l'Empire ottoman. Attention portée également à l'Europe centrale, où là, 3 empires se sont effondrés. La Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Un 4e empire avec l'Empire ottoman, si on tient compte du fait que l'Empire ottoman possède également des territoires en Europe centrale. Donc là, on a une émergence de nouveaux pays, la Yougoslavie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Roumanie qui sont modifiés, transformés. Donc il faut veiller là aussi à ce que les intérêts des chrétiens soient respectés. Beaucoup de ces pays sont fortement anticléricaux, notamment la Tchécoslovaquie, dont la révolution a été menée par des francs-maçons ouvertement opposés à l'Église. Donc là, il va falloir faire en sorte que les droits de l'Église soient reconnus, ce qui a été un petit peu compliqué. Et puis, évidemment, en Europe centrale, il y a la question du communisme, qui n'est plus vécu de manière uniquement théorique, mais de manière réelle, puisque le communisme s'est installé en Russie à partir de 1917. Alors au début, le pape est favorable à la révolution russe, celle de février, parce que le gouvernement provisoire, qui est un gouvernement libéral qui se met en place, lève toutes les mesures de rétorsion qui avaient été prises par les tsars contre les catholiques. Et donc on a bon espoir que les catholiques puissent vivre normalement en Russie, puissent normaliser leurs relations avec le gouvernement. Ça dure du mois de février à octobre. En octobre, il y a la révolution d'octobre, donc
menée par les bolcheviks. Et là, l'Église va vite se rendre compte que les bolcheviks sont bien décidés à éradiquer l'Église et nullement à lui accorder un droit de vie et une liberté de parole. Donc il faut à la fois aider les catholiques en Europe centrale et notamment en Russie, et éviter également que le communisme ne se répande. Et pour cela, Benoît XV s'appuie sur 2 diplomates expérimentés. Tout d'abord, Monseigneur Pacelli, qu'il envoie comme nonce à Munich. Or, Pacelli, c'est le futur Pie XII. Et puis, il envoie également Monseigneur Ratti, Achille Ratti, diplomate également, qui est envoyé en Pologne comme visiteur pour visiter donc les villes et la Pologne, puisque la Pologne vient d'émerger comme État indépendant. Autrefois, la Pologne s'est partagée entre l'Autriche, la Russie et l'Allemagne. Et Monseigneur Ratti, qui sera le pape Pie XI, donc celui qui succède à Benoît XV. Monseigneur Ratti va également en Russie, où il peut voir le communisme réel et constater les dégâts causés par le communisme. Donc vous voyez que même si l'action du pape a été globalement insatisfaisante, ou s'il n'a pas mené à bien tous ses projets, il a quand même permis à 2 personnes qui vont fortement compter dans l'histoire future de la papauté, Ratti et Pacelli, Pie XI et Pie XII, il leur a permis de se former, de se déployer et de mieux connaître le monde dans lequel ils vivent, ce qui sera important évidemment pour la suite de l'histoire, notamment la montée des totalitarismes et la Deuxième Guerre mondiale, et c'est aussi ce qui contribue à rendre la figure de Benoît XV intéressante par rapport à sa postérité et à l'action qu'il a pu mener via ses successeurs en Europe, et notamment face au communisme et face à la montée des dangers totalitaires. Merci et à la semaine prochaine.